bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue en live sur le Twitch de No Code France. Donc, nous sommes avec Marco, Jérôme, pour la deuxième édition de l'émission It's Time, pour vous présenter Time Tonic. Ouais, désolé, il y a un petit effet d'écho là. Je crois que j'avais pensé avoir coupé le son sur Twitch, mais apparemment, je ne l'avais pas coupé. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Bonne année à tous. Bonne année, Et- ça va. Meilleurs vœux, hein, tout le monde. Je crois qu'on est le premier live, je suis pas sûr, mais est-ce qu'il y a eu un WeWeb lundi? Je suis pas sûr. Un premier live post-fête. Ouais, post-fête 2024. Donc, vous nous excuserez quelques égarements dus à la fatigue. Ah, je pensais que c'était au reste éventuellement de bulles qui n'étaient pas encore complètement digérées dans ton organisme, mais. Est-ce que du coup, tu peux mettre mon écran du coup, Martial? Ouais. S'il te plaît. Ça marche. Donc, ouais, pour un petit peu présenter le planning du jour. Donc, on va vous parler un petit peu du pricing et puis des limites de Time Tonic. Donc là, c'est Marco qui va nous faire une démo étincelante. Ensuite, Jérôme va briller avec les automatisations natives de Time Tonic. Et moi, je conclurai en faisant ce que je peux avec les automatisations Excel. Voilà. Donc, place à Marco. C'était trop modeste, Martial, quand même. Alors, du coup, ouais, c'est bon. Je pense que vous voyez tous mon écran là. Alors, Ouais. pour les tarifs, Time Tonic. Alors, j'ai tout donné hein, pour faire cette petite animation là, ce petit truc sur Genially. Donc là, j'espère que vous mesurez bien que pour un développeur back-end, là, c'est vraiment le maximum de ce que je peux faire. Moi, je suis un peu du niveau en design terminal. Mais terminal, c'est pas la classe après la première, hein, c'est plutôt terminal DOS. Hein. Donc là, il y a des couleurs, il y a des choses que. Voilà, bref, je commence tout de suite. Par rapport au tarif Time Tonic, donc il y a 4 plans tarifaires et un plan trial. Le plan trial, c'est un plan d'essai. Du coup, ce plan d'essai, il est valable 30 jours et il donne accès du coup à quasiment tout. Toute l'application, on peut quasiment tout tester pendant 30 jours et on a accès à ce qu'on appelle 100 000 données. Alors déjà, première chose, c'est qu'est-ce que c'est que les données dans Time Tonic? Alors 100 000 données, il y en a qui vont se dire tout de suite, wow, c'est super, 100 000, c'est énorme, c'est génial. Attention, c'est des données, c'est pas des lignes. Donc comment on calcule ces données? Globalement, une donnée, ça correspond à une cellule qui est stockée par Time Tonic. Ça veut dire que si c'est calculé via une formule, toutes les colonnes, toutes les données calculées par formule, ça ne rentre pas dans le décompte. Par contre, tout le reste compte. Là, je donne un exemple. J'ai une table, j'ai 5 colonnes, j'ai une colonne calculée, l'ancienneté est calculée à partir de la date d'arrivée. Par exemple, ici, du coup, j'ai 4 colonnes, 5 lignes, donc j'ai 20 données. Donc là, dans cet exemple-là, c'est 20 données parce qu'on ne compte pas les données de la colonne calculée. Mais par exemple, tout ce qui est calculé autrement que les formules, ce qui va être calculé par automatisation dans Time Tonic et dans l'automatisation Excel, et on verra qu'il y a 2 types d'automatisation, ça rentre dans le calcul des données. Donc le plan trial, 100 000 données, c'est une découverte, quasiment tout ce qu'il y a dans la peau, c'est ce que j'ai déjà dit, et ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 30 jours, on passe automatiquement de la version trial à la version free, sauf si effectivement on a augmenté son plan entre-temps. Qu'est-ce qui se passe du coup lorsqu'on passe de trial à free? Donc en fin de période d'essai, quelque part, bah voilà, on va, comme le montre la petite image, on va avoir des choses qui vont être rognées par rapport à ce qu'on avait avant, notamment les données. Potentiellement, on avait 100 000 données en trial et en free, on en a moins. Donc si on a plus de données que ce à quoi on a droit, évidemment, les données ne sont pas supprimées, mais par contre, on ne pourra plus ajouter de nouvelles données. On n'a plus accès à tous les types de vues. On n'a plus les automatisations. Les appels API sont bloqués. Les intégrations Zapier et Make. Alors, Make, ce n'est pas encore disponible, mais la future intégration Make seront désactivées. Et c'est une bascule qui est automatique si jamais on n'a pas upgradé son plan entre-temps. Voilà, donc on a vraiment 30 jours pour tester tout à fond. À partir de ces 30 jours, on bascule sur la version free, donc on peut continuer la découverte de Time Tonic, mais quand même de manière un peu plus bridée, clairement, qu'en version trial. Le détail de la version free, alors déjà la version free, c'est 10 000 données. Hein. Vous voyez, donc entre 100 000 et 10 000, clairement, si vous avez créé plus de données que les 10 000, vous ne pourrez plus créer de nouvelles données.
La version free, donc on a 10 utilisateurs maximum, donc on peut quand même avoir accès à 10 utilisateurs. Ça veut dire qu'on peut tester malgré tout le mode collaboratif sur plusieurs comptes, sur 10 utilisateurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez différent par rapport aux autres produits. On a accès à un espace d'administration des utilisateurs dès la version free. Donc on l'a en version free, évidemment, sur toutes les autres versions. Mais voilà, dès la version free, on peut gérer du coup les utilisateurs. On a 10 000 données. On a un espace de stockage qui est plus réduit évidemment qu'en trial, qui est 200 mégaoctets. Et on a accès à l'application mobile, une application mobile native. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va passer potentiellement de la version free à la version start? La version start, c'est la version suivante. C'est la première version, on va dire, payante, qui a donc un coût. Alors, le coût que je mets ici, c'est le coût mensuel par utilisateur et sous réserve qu'on s'est engagé 1 an. Donc là, la version start, on est à 12 € par mois par utilisateur. Donc là, on a accès à 100 000 données comme la version d'essai de trial. Sur la version start, alors pourquoi on passe déjà de free à start? Il y a plusieurs raisons potentiellement. Si on veut plus de données, plus d'espace disque, si on veut pouvoir faire des automatisations, utiliser l'API, utiliser les QR codes, utiliser ce qu'on appelle les Smart Pages. Donc ça, on ne l'a pas montré encore, mais une Smart Pages permet d'intégrer à l'intérieur de TimeTonic d'autres sites web. On peut intégrer par exemple une page pour Miro, on peut intégrer des dashboards pour Power BI si on veut. Voilà, on peut intégrer pas mal de choses grâce à ça, des Google Docs. Ça, c'est les Smart Pages. Ça, c'est disponible qu'à partir de la version Start, du plan Start. La génération automatique de documents, ça, on vous l'a montré lors de la dernière émission, disponible à partir de la Start, et la vue timeline qu'on n'avait pas du coup en version free. Et donc, le détail de la version Start, donc c'est un nombre d'utilisateurs cette fois, contrairement à la version free où on est limité à 10 utilisateurs, mais là on a un nombre d'utilisateurs illimité. On a toujours l'espace d'administration. On a du coup 100 000 données. Alors quelque chose aussi d'important, c'est qu'on va distinguer deux choses. Les données, donc autrement dit le nombre de cellules non calculées qu'on peut stocker, l'espace de stockage pour les documents, les images, tout ce qu'on met dedans. Et ces données-là, ça va dépendre de 2 choses. D'une part, du plan. Là, en l'occurrence, je suis plan start, j'ai de base 100 000 données. Et d'autre part, ça dépend du nombre d'utilisateurs. Autrement dit, plus on a de licences sur un plan donné, plus on va avoir de données disponibles et plus on aura d'espace de stockage aussi disponible. Donc là, j'ai 100 000 données plus 10 000 données par utilisateur. Donc si j'ai 10 utilisateurs, j'ai 10 fois 10 000 données en plus. Pareil pour les pages de stockage, j'ai 2 gigaoctets de base et j'ai 200 mégaoctets par utilisateur. J'ai 1000 appels API par mois, 1000 automatisations par mois, 5 modifications de formulaire externe. Alors, ce qu'on appelle formulaire externe, sans vous faire le détail là, mais c'est un formulaire qui va permettre à quelqu'un qui n'a pas de compte TimeTonic de modifier des données dans TimeTonic, un peu comme ce qu'on pourrait faire avec un fill-out sur d'autres bases de données. Voilà, ça, intégré directement dans TimeTonic. On a droit à 5 par mois et 10 générations de documents par mois. Donc, le plan Start, ça peut être suffisant si on n'a pas de contrainte de droit. Alors, ce que je n'ai pas précisé ici, mais qu'il faut bien voir, c'est qu'en plan Start, quelque part, tout le monde est administrateur. Donc, il n'y a pas de gestion spécifique de droit. Donc, ça peut tout à fait convenir sur des petites structures. Ça peut des fois poser problème. Dans ce cas-là, on va passer à un plan supérieur. Si on n'a pas cette contrainte-là, on peut rester en plan Start. Si on n'a pas de contrainte d'hébergement de données de santé, HDS. Donc, TimeTonic n'est pas encore HDS, mais bientôt, il le sera. Et le plan Start, ça ne sera pas HDS. Donc, le HDS nécessitera de passer à un plan supérieur. Et si on n'a pas besoin aussi de filtrer les données dynamiquement par rapport aux utilisateurs connectés. Donc, en gros, si on est dans un système où tout le monde peut voir globalement les données de manière un peu uniforme par rapport à qui est connecté, si on n'a pas de gestion spécifique de droit à faire, on peut rester en plan Start. Et on a quand même pas mal de choses en plus par rapport à la version free. Qu'est-ce qui fait du coup qu'on va passer à la version Pro? Donc, la version Pro, c'est du coup le deuxième plan payant, 24 € par mois. Donc là, on a un plan, on va voir, qui est très complet. Voilà, il y a plusieurs raisons. Vraiment, c'est difficile de classer ces raisons, mais une raison qui peut être très importante, et je viens de l'évoquer, c'est la gestion des droits. À partir du moment où on veut gérer finement les droits, tout le monde ne doit plus être admin. Là, clairement, on passe en version Pro. Si on veut pouvoir utiliser les vues miroirs qu'on a montrées lors de la dernière émission, pareil, il faut être en version Pro. Les vues miroirs, ça nous permet de customiser de manière complète qui va avoir accès à quelles données. Donc, quand on veut vraiment gérer les droits et la façon dont les données sont aperçues, comment elles sont visualisées par ces vues miroirs, il faut être en Pro.
Si on veut avoir accès aussi à la vue carte qu'avait présenté Martial, c'est uniquement version Pro et plus, hein, bien sûr. La vue Gantt, il y a une vue Gantt aussi en Time Tonic et une vue TCD. TCD comme tableau croisé dynamique. On n'en a pas parlé, mais dans Time Tonic, on peut faire des tableaux croisés dynamiques, un peu comme ce qu'on peut faire dans Excel, mais de manière beaucoup plus simple, tout en gardant la puissance des TCD. Et donc ça peut être aussi une raison intéressante. Et la dernière raison, c'est qu'à partir de la version Pro, on a toujours accès, bien sûr, à l'application mobile, mais elle est disponible en mode offline. Donc, si on a besoin, par exemple, de faire un inventaire dans un sous-sol et qu'on n'a pas accès à une connexion Internet, eh ben, ça peut être nécessaire d'avoir accès à l'application offline. Et ça, pour ça, il faut être en plan Pro. Les détails du plan Pro. Donc, cette fois-ci, donc je ne reviens pas sur les 2 premiers éléments qui sont ce qu'on avait déjà finalement depuis le plan Start. On a 1 million de données, plus 100 000 données supplémentaires par utilisateur. Toujours pareil, le nombre de données augmente avec le nombre d'utilisateurs et augmente de manière plus forte que ce qu'on avait en version Start. 25 gigaoctets de stockage, plus 2,5 par utilisateur. On a 10 000 appels API par mois, 10 000 automatisations, 50 modifications de formulaire externe et 100 générations de doc. Donc là, la version Pro, clairement, on va beaucoup plus loin dans la gestion des droits. On a toutes les vues qui sont disponibles. On a aussi des tableaux de bord. On peut créer ce qu'on appelle des tableaux de bord. On ne vous l'a pas montré, on vous le montrera avec Serenitics. Un tableau de bord qui nous permet du coup d'avoir une visualisation des données assez sympathique sur les données internes de Time Tonic. On peut créer les vues miroirs et bien sûr, le plan Pro sera bientôt HDS. Alors, maintenant… Marco, Oui. je dirais, s'il y a des fonctionnalités qui vous intéressent, là, qui sont évoquées, on ne sait jamais, qui vous intéressent sur des prochains lives, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires du chat, comme ça, nous, ça nous donnera des idées pour les prochains lives, et puis en fonction de ce que vous aimez, quoi. Surtout ça. Oui, bien sûr, on peut mettre on a un programme qui est prévu, mais l'idée, bien sûr, c'est que ce programme soit interactif, donc n'hésitez pas à nous faire vos remarques sur ce qui vous intéresse vraiment, et on adapte en fonction, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de plus que le Pro? Qu'est-ce qui fait qu'on va passer de Pro à la version ultime? La version ultime étant la version business. Alors, il y a plusieurs choses aussi qu'on va pouvoir avoir en plus de business. Alors, il y a la gestion SSO, ça c'est assez classique, c'est vrai, sur les versions enterprise. On a aussi quelque chose qui est très intéressant, qui est la gestion de différents types de licences. On peut gérer des licences de type lecture seule, des licences de type éditeur, administrateur. On a aussi la gestion des packs, c'est-à-dire qu'en version business, on va pouvoir customiser vraiment de manière très fine finalement son abonnement. On a besoin, mettons, classique de business, mais on a un fort besoin d'automatisation. Bon, on peut acheter des packs automatisation, ou si on a un fort besoin de génération de doc, on peut acheter des packs génération de doc. On peut cumuler ces packs, évidemment. On a accès à un client de messagerie natif. Ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer ces emails dans Time Tonic, et ces emails vont être finalement une table en fait dans Time Tonic qu'on va pouvoir lier avec d'autres tables, ce qui peut être assez intéressant en termes d'usage. On va pouvoir aussi après demander à Time Tonic des intégrations spécifiques, des développements sur mesure à partir de cette version business. La version business, alors là, le tarif, j'ai mis de 8 à 35 € parce que, comme on a vu, il y a différents types de licences qui n'auront pas forcément le même prix. 8 €, si on est sur une licence lecture seule. 35 €, on est sur une licence de type administrateur. Alors, ce plan business, il est accessible à partir de 5 licences de type administrateur. Donc, 5 x 35, 175 € par mois. Donc, une fois que vous dépassez ce prix-là, c'est 5 licences business, vous pouvez rajouter n'importe quel type de licence que vous voulez. Vous pouvez rajouter 2 licences en lecture, 3 autres administrateurs, etc. Le détail de cette version business. Alors, là, utilisateur illimité, espace d'administration toujours, hein, c'est ce qu'on avait depuis le départ. Là, cette fois-ci, on a 4 millions de données, 100 000 données par utilisateur en plus, 100 gigas de stockage et 2,5 en plus de gigaoctets par utilisateur. On a cette fois-ci 50 000 calls API par mois, 50 000 automatisations par mois, 200 modifications de formulaire externe, 400 générations de doc. Tous ces éléments-là, donc à la fois donc le nombre de calls API, le nombre d'automatisations, les modifications de formulaire, génération de doc, ça, on peut souscrire des packs en version business pour donc upgrader en fonction de son besoin, de manière assez précise. Alors, ouais, une petite précision, quand on parle de 50 000 automatisations par mois, on parle de 50 000 runs. Donc, on n'a pas de limite dans le nombre d'automatisations qu'on peut programmer. Donc, c'est 50 000 runs, toute automatisation confondue, mais par contre, on peut avoir 120 automatisations de programmées.
Voilà, Oui, il n'y a pas de là-dessus, limite du nombre d'automatisation, c'est le nombre d'appels, d'exécution d'automatisation. Ouais. voilà. Automatisation, que ce soit automatisation dans TimeTonic directement ou automatisation de type Excel. Parce que ça, c'est indifférent. Alors, ce que j'ai dit aussi, c'est que dans le plan business, on peut aussi gérer différents types d'utilisateurs. Ce qui fait qu'on peut avoir des fois un plan business, dans un certain cas, qui peut coûter moins cher qu'un plan pro. Alors, je donne un petit exemple. Si on a un exemple dans lequel on a 100 utilisateurs et on a, alors c'est peut-être un petit peu petit pour voir, mais alors on a 100 utilisateurs, on a 80 utilisateurs qui vont être en lecture seule, évidemment. Ils ont besoin d'avoir accès uniquement en lecture seule et 20 en écriture. Si on a version pro, ben, ça ferait 100 comptes, donc à 24 €, donc 2400 € par mois. Et en version business, en gros, globalement, on est à peu près à la moitié du prix. Donc des fois, la business peut s'avérer, peut être en plus, évidemment, il y a plus de possibilités, mais elle peut être moins chère que la version pro, suivant le cas de figure dans lequel on est. On a accès au SSO, on a accès au SLA, donc Service Level Agreement. On a aussi un gestionnaire de compte dédié et assistance téléphonique. Alors, je n'ai pas parlé, mais l'assistance, en fait, à partir de la version Start, on a une assistance par ticket. À partir de la version du coup Pro, on a ticket plus mail. Et Business, on a toujours ticket, mail. Et on a en plus l'assistance téléphonique et un gestionnaire de compte dédié. On a la possibilité de demander d'intégration avancée et on a le client de messagerie natif dont j'ai parlé. C'est-à-dire que le fait de pouvoir avoir ces emails qui arrivent dans TimeTonic. Voilà, je pense qu'on a fait un tour global plutôt assez exhaustif pour moi sur le sujet des tarifs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou est-ce que je vous ai tous endormis à cette heure de déjeuner et les tarifs sont assommants, mais ils ne sont pas si… C'est le début d'année, hein, c'est compliqué pour tout le monde. Merci Geek Forever pour le… Merci. Ça va, c'est Voilà, très clair. si vous avez… Ouais, bah si vous n'avez pas de questions, bah, ça peut être bien d'un côté. Hein, ça veut peut-être dire que j'ai été assez clair, effectivement. Non, puis le fait de passer avec, de montrer la présentation et tout ça, c'est bien parce que c'est plus visuel que juste d'en parler. Ouais, les tarifs, quand tu dis Geek Forever, ne sont pas déconnants, c'est ça, hein, ouais. Il y a une certaine logique, il y a une certaine progressivité dans les tarifs. Et c'est vrai qu'après son jugement, on voit qu'on peut quand même adapter pas mal ses tarifs suivant son besoin. Ça, c'est quand même sympa. La business, finalement, est relativement accessible hein, par rapport à d'autres outils. Et là, à partir du moment où on est en business, on peut vraiment customiser son plan. Hein. C'est vrai que si on avait des besoins énormes d'API, on a besoin de 500 000 appels API, par exemple, ou même plus, hein, bah, on peut acheter des packs et on peut vraiment adapter son plan à ce qu'on a besoin. Ouais, je pense que c'est une des choses à retenir, effectivement, c'est le fait de pouvoir customiser vraiment en fonction de son besoin. Et aussi, que tu l'as dit un petit peu, enfin, que tu as sous-entendu, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de limite. Parce que la génération de doc, par exemple, si on a besoin de plus de génération de doc, on va acheter autant de packs de génération de doc qu'on a besoin. On ne va pas avoir une limite en données, en call API, etc. On rachète des packs tant qu'on en a besoin. La limite, c'est le portefeuille quelque part là, mais il n'y a pas de limite. Ouais, Voilà. C'est autre chose, c'est pas les mêmes limites. Mais voilà, c'est appréciable aussi. Hein. Ça peut être le nombre d'automation. Hein. Des fois, il y a des clients qui peuvent utiliser beaucoup d'automatisation en interne et là, ils peuvent se retrouver bridés. Alors que là, dans ce cas-là, bah, voilà, s'ils peuvent payer, évidemment, ils ont accès à ce qu'ils veulent. Bah, dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je propose, Jérôme, que tu fasses la transition par rapport aux automatisations internes. Ouais. Tiens, Marcel, si tu peux mettre mon écran. C'est bon, vous voyez bien? Hop. Alors, donc moi, le but, c'est de vous présenter la partie automatisation, on va dire, native à TimeTonic. Déjà, dans un premier temps, je vais vous présenter le carnet que je vais prendre de présentation. Donc, c'est le même que le premier épisode. En fait, il va y avoir des interventions qui sont liées à des clients et des contacts qu'on voit ici. Donc, des clients à table client, à table contact. Et on va avoir différentes informations concernant les interventions, le titre, les détails, les statuts, qui est concerné, une date de début, une date de fin. Donc, voilà un peu pour la table que je vais prendre en présentation. Concernant les automatisations, donc le menu se situe là, dans la barre, et on va avoir 5 possibilités. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est automatiser avec TimeTonic. C'est vraiment ce qui est natif à TimeTonic. Martial, ensuite, comme on vous a un peu parlé, va vous montrer les automatisations avec Excel.
Et il y a 3 autres possibilités. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si c'est des sujets que vous voulez aborder dans le futur, n'hésitez pas à nous le dire. Les automatisations avec Zapier, qui sont pareil, il y a une app Zapier, TimeTonic dans Zapier. Les automatisations avec Coupler, qui est aussi un autre outil d'automatisation externe. Et URL à notifier pour les changements. Là, c'est un petit système de webhook en fait qui va, suivant la table où on est, en fait, elle va notifier de tous les changements, toutes les modifications de la table. Ça sert à avoir des webhooks et de les traiter ensuite, soit par un dev ou soit par un make ou un Zapier ou autre. Enfin, on pourrait imaginer X choses, mais c'est une possibilité d'avoir des webhooks. Hop, je vais vous montrer déjà, présenter l'interface des automatisations natives, ce que je vais vous montrer moi. Alors, bon, je vais supprimer celle-là parce que c'est celle que je vais refaire. Alors, comment ça se passe? Les automatisations sont déjà liées à la table sur laquelle vous êtes. En fait, là, je suis sur la table intervention, donc ça va me mettre les automatisations d'intervention. Mais si je suis sur une table, là, j'en ai pas, par exemple, dans contact. Donc, il faut bien réfléchir que les automatisations sont liées à la table où on est situé. Ensuite, bon, là, il y a toutes les automatisations, un système de recherche, il y a un système d'activation et de désactivation. Pas mal aussi un système de log. Donc, on va avoir tous les logs des différentes automatisations qui sont lancées avec les différentes informations qui ont été changées, etc. Donc, vous retrouvez le type, la date, etc. On filtre aussi si on veut rechercher quelque chose de plus précisément. Je vais vous montrer une automatisation, on va dire bateau, juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc déjà, on note le nom. Là, lorsque c'est le trigger, c'est ce qui va déclencher votre automatisation. Donc là, les automatisations sont par rapport à un changement d'un champ, en fait. Donc là, on peut en choisir un ou plusieurs. En fait, par exemple, je vais choisir statut, mais je peux choisir type aussi. Et suivant qu'il y a une modification de ces champs, on va avoir un déclenchement qui peut être possible. Il faut savoir aussi qu'on peut se servir de ça pour, si on veut faire un déclenchement par jour, on va avoir par exemple une formule today qui va être un champ spécifique et qui va changer chaque jour. Donc comme ça, on pourra déclencher une automatisation chaque jour. Et aussi, on peut utiliser c'est laquelle que j'avais dit aussi pour les notifications, par exemple. On peut utiliser, si on veut faire tel jour, on met l'échéance à temps et puis on va avoir des conditions. Là, je vais montrer les conditions justement. Donc, lorsque, là, c'est notre trigger et ensuite, on va avoir les conditions. C'est-à-dire, il faut que ces conditions-là soient remplies pour qu'il y ait un déclenchement de l'automatisation. Donc, si on n'en met pas, c'est quoi qu'il arrive, à chaque modification, l'automatisation va se lancer. Mais si on a, par exemple, je vais prendre une chose toute bête, statut. Hop, donc affaire est en cours, par exemple, et ben là, si il y a un changement de statut et que le statut est affaire en cours, on va déclencher l'automatisation. Alors, ce que je trouve pas mal sur TimeTonic, c'est on peut vraiment faire quelque chose de très personnalisé avec des et, des ou. On peut avoir des imbrications. Là, je recrée des imbrications un peu à l'infini. Je ne sais pas s'il y a une limite, mais bon, j'en ai déjà fait beaucoup, donc c'est déjà assez complet. On peut La changer limite, ça va être la limite, ça va être notre capacité à les comprendre. à les comprendre et à les voir. Mais c'est sûr. Bon, surtout tout ça, comprendre c'est le else, flexible. hein. On va voir quand on va voir le J'ai else déjà eu par rapport à un if comme ça. J'ai déjà eu un client qui a été assez loin, et oui, c'est vrai que Martial, tu as raison, parce qu'au bout d'un moment, il faut les comprendre, mais ça reste très visuel par rapport à d'autres, et ça reste. Enfin, j'aime bien la gestion qui a été faite là-dessus, parce que c'est très parlant. Ensuite, alors si les conditions sont remplies, on va déclencher une action. Donc c'est le alors, quoi, en fait. Alors, on va déclencher une action. Il y a 5 types d'actions. Alors, je vais peut-être lire les questions en même temps. Au bout de 3 ou 4 conditions, ça devient chaud. Ouais, après,
Ça devient chaud, mais ça reste compréhensible quand même. Et quand on le fait avec des conditions, avec des if et tout ça, dans des formules, je trouve ça beaucoup plus lisible visuellement comme ça qu'avec des conditions, avec des formules, etc. Bon, dans les formules, il faut savoir que chez Timetonic, il n'y a pas pour l'instant, bon, ça va évoluer dans l'année, mais il n'y a pas de conditions de if, etc. En fait, ces if, on vient les faire avec les automatisations et on les fait avec les ou, etc. Juste pour la petite anecdote. Ou avec Excel. Ou avec Excel. Ah, c'est toi. Et ça, je ne voulais pas spoiler. Et là, ça peut être moins lisible encore. Hein. Si tu en mets beaucoup des conditions, ça peut être velu. Ouais. Quoi. Ouais, Ouais, les if imbriqués, c'est vite une catastrophe à lire. Même, ouais. Alors, il y a 5 types d'actions. C'est ça que j'en étais. Donc, je vais les détailler ensuite parce que je vais montrer par rapport à un exemple concret de ma table d'intervention. Mais on peut écrire dans un champ, on peut envoyer un email, on peut envoyer un fichier CS. Moi, je vais spécifier ce que c'est juste après. Demander à ChatGPT directement ou créer un nouvel enregistrement. Il y a aussi une autre action, c'est sinon, c'est-à-dire si les conditions ne sont pas remplies, on peut quand même faire une action du même type que celle qu'on avait vue avec les différents types d'actions qu'on est capable de faire. On est capable d'avoir plusieurs actions, bien sûr, dans MathX à la suite, et qui fassent toutes ces 10 d'actions et dans l'ordre qui sont affichés, bien sûr. Si on veut changer les ordres, on peut les remonter, les déplacer, etc. Pareil pour les conditions, on peut les déplacer, etc. Donc c'est très no-code, très drag and drop et tout ça, donc c'est top. Donc, je vais vous montrer un peu le use case que j'ai imaginé pour rester un peu sous la thématique des interventions du premier live. Alors, ce que j'ai imaginé, c'est très simple. En fait, on a des interventions et on s'est mis d'accord avec le client sur une date d'intervention. On veut lui envoyer un mail avec une invitation pour son calendrier, pour son agenda, quoi, directement. On veut lui envoyer une invitation pour lui rappeler l'heure, on va dire les différentes infos, etc. qu'il faut y avoir. Donc pour ça, j'ai créé des champs. Donc on va prendre les débuts et fins d'intervention, bien sûr. J'ai créé un bouton envoyer une invitation au client. C'est juste une checkbox une case qu'on peut transformer en bouton. Donc j'ai utilisé ça pour déclencher l'automatisation, mais on pourra imaginer que ce soit automatique suivant s'il y a déjà une date et une heure et qu'on a validé le statut et telle solution, enfin et tel statut, eh ben, on pourra imaginer de déclencher automatiquement, mais bon, là pour la démo, on va dire que c'était plus simple de créer un bouton. On va remplir une date et heure d'envoi, comme ça on va avoir une traçabilité au niveau visuel directement pour les utilisateurs de l'envoi. J'ai créé un champ de type pièce jointe pour stocker un fichier. Là, on va stocker l'invitation. C'est ce qu'on va voir ensuite, je vais expliquer, mais il y a un petit fichier ICS pour les invitations par mail et je vais le créer là en fait. Je vais le mettre là pour pouvoir l'utiliser après. On va dire là, c'est les champs qui vont nous servir là pour l'automatisation. Donc, je vais le créer, je vais le faire directement en live pour que ça soit plus parlant. Donc, je vais en fait créer une automatisation envoyer invitation. Hop. On va prendre comme détail, comme trigger, envoyer l'invitation client. C'était mon bouton que j'avais choisi. Donc, à chaque fois qu'il est modifié, on va venir envoyer. Donc, je vais mettre une petite condition juste pour montrer les conditions. Hein, on n'est pas obligé. Mais par exemple, envoyer invitation, on peut dire quand la checkbox est cochée, c'est-à-dire quand le bouton est appuyé, eh ben, je veux qu'elle soit déclenchée qu'à ce moment-là. Si c'est décoché, je ne veux pas que ça relance une automatisation. Là, on a l'action qu'on veut faire. Donc, la première action, je vais le laisser comme ça. Je vais montrer déjà autre chose. J'ai oublié de montrer. Je vais sauvegarder comme ça et je vais vous montrer les emails. Donc, parce que là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va envoyer un email. Donc, l'étape email, dans Timetonic, on peut incorporer ces emails comme Marco l'a dit dans les présentations. Donc, suivant le plan en start, on peut juste envoyer.
à partir du start. Et quand on est en business, on peut vraiment avoir une gestion complète des mails. Je vais montrer ça très rapidement. Le but, c'est pas de détailler ça, mais c'est pour que vous compreniez un peu le cheminement. Mais s'il y a des questions, si c'est quelque chose, les mails que vous voulez voir un peu plus en détail, pareil, on pourra faire un petit passage dessus dans une mission future. Donc là, en fait, on va juste créer email. En fait, on va pouvoir créer, il va nous créer en fait trois tables, qui est la table email, où là, ça va mettre tous vos emails. Je vais montrer ensuite plutôt. Bon, ça va nous créer une table contact avec tous les contacts qui nous ont envoyé des emails. Ça va nous créer une table account où on va gérer ces différentes boîtes email. Par exemple, là, j'ai une boîte email, c'est demolomea@gmail.com avec un mot de passe, des informations, etc. Bon, là, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut juste remplir ces informations pour pouvoir configurer sa boîte mail. Et là, j'ai les emails. Là, c'est le petit plus en business, c'est qu'on peut avoir une gestion des emails en format table directement dans TimeTonic. Ça, c'est très puissant. On a tout ce qui est envoyé, tout ce qui est reçu, la boîte qui est de réception, à qui on l'a envoyé, les sujets, ceux qui sont en copie, tout le texte à l'intérieur, les fichiers qui sont joints avec, il y a vraiment tout. La date, etc. On peut même créer des champs supplémentaires pour les lier. Par exemple, on veut lier un email à une intervention. Là, théoriquement, je pourrais lier directement à une intervention. On peut imaginer tout plein de choses après autour de ça qui peut être dans le traitement des mails, etc. Donc ça, c'est une Peut-être en vue fiche, ça peut être intéressant de montrer la vue fiche sur un mail. Tu peux répondre aussi, tu peux transférer. Attends, je vais peut-être mettre sur un mail où il y a un peu d'infos, ce sera plus intéressant. Bah tiens, les ceux que j'ai fait pour mes tests de l'émission. Donc là, enfin, on a une vue fiche, on a qui c'est qui a envoyé tout ça, puis on a la vue HTML directement avec la mise en forme HTML directement en visu dans la fiche. Ouais. Puis on a les différentes infos. Effectivement, ce qui est intéressant aussi de l'avoir en table comme ça directement dans l'outil, c'est que ça peut nous permettre de faire des analyses de contenu, de retraitement, etc. Directement en base de données. On peut aussi du coup, dans le cas d'un support client, on peut rajouter des commentaires aussi en plus associés à l'email. On peut faire plusieurs groupes de commentaires. On peut aller assez loin du coup. Ouais. Bon, après, petit truc aussi qu'il faut faire attention, c'est la limite de data, parce que après, ça nous compte des data aussi. Donc, il ne faut pas prendre n'importe quelle boîte mail où on reçoit 50 000 spams, parce qu'au bout d'un moment, ça peut coûter cher. Mais sinon, si on choisit une bonne boîte mail, qui est vraiment pour du traitement et tout ça, je trouve que c'est très pertinent. Et je sais qu'un des use cases de TimeTonic, pour vous situer, ils font du traitement de mails de support. Et ils vont catégoriser si c'est urgent avec ChatGPT derrière. Ils vont faire du traitement, tout ça pour se dire quelles sont les priorités. Est-ce que ça, il faut que je l'envoie directement à l'équipe support française ou l'anglaise, ou etc. Enfin, on peut imaginer tous des traitements qui peuvent être intelligents avec les automes, avec ChatGPT, etc. Ce qui fait que c'est quand même un truc assez puissant. Pièces jointes, limite de mémoire extensible pour cela. Les pièces jointes, comme sous TimeTonic ou les plans, on peut rajouter des packs, par exemple en business. C'est vrai que là, la gestion, là, de toute façon, elle est qu'en business, donc ça fait sens. C'est que au bout toutes les pièces jointes vont être comptées, comme ils sont dans une table à TimeTonic. Donc le poids va être comptabilisé. Après, on peut racheter des packs si on dépasse ces poids-là. Et après, on peut avoir une logique aussi de suppression ou du genre de choses comme ça qu'on peut imaginer derrière. Au bout d'un moment, peut-être qu'il y a certaines pièces jointes qui sont plus importantes ou des mails qui ne seront pas importants. Donc, il y a peut-être aussi une réflexion à faire de suppression de données ou pas. Ces pièces jointes, ça va être décompté en fait du quota de stockage. Comme on a un quota de 100 gigas de base, plus 2,5 gigas par utilisateur, en général, on a quand même pas mal d'espace de stockage. Mais effectivement, si jamais on est à court d'espace, on peut acheter un pack pour compléter ça. Ouais. Ou après, après peut-être que stockage des fichiers, je ne sais pas, mais ça peut être un lien vers. On pourrait imaginer une autom, Zapier ou Make ou autre qui viennent stocker sur, par exemple, votre drive ou autre, et puis qu'on ne met plus que le lien vers le drive de l'entreprise. C'est tout à fait faisable. Après, on peut imaginer beaucoup de choses avec les automes. Donc voilà la petite passe sous les mails. Ça, je voulais la faire parce que c'est important pour comprendre ensuite pour l'automatisation comment ça fonctionne.
Je vais me mettre dans ce que j'avais voulu montrer. Je vais peut-être faire même la création d'ICS en premier. Donc, ouais, je vais le faire là, de toute façon, c'est pas grave. Générer un fichier CSS. Donc, pourquoi je vais le faire en premier? Parce qu'en fait, on va déjà générer le fichier qui va dans votre qui est dans l'agenda du client. En résumé, ce fichier CSS, je vais le montrer là, ça sera parlant. En fait, il va prendre des informations et c'est un format universel qui fonctionne avec, je pense, toutes les messageries ou la plupart. Qui est un format standard pour du Google, pour du Gmail, pour du Outlook, pour du Apple et d'autres aussi, format ICS. Donc c'est un format un peu universel qui va reprendre, par exemple, là, le début et la fin de l'événement, le sujet, la description et le fichier, etc. Enfin, etc. Et là, en fait, ça va vous permettre que quand il est joint dans la boîte mail, qu'il y a une proposition de Gmail, par exemple, pour ajouter le rendez-vous. Ça, je vous montrerai ensuite ce que on va le faire, l'automatisation, donc vous allez voir visuellement ce que ça peut donner après. Hop. Alors, début d'intervention, fin d'intervention. Moi, c'est mes événements, c'est le début et la fin de mon intervention qui va être l'événement qu'on a prévu d'intervention. Le sujet, je vais mettre intervention. Bon, je vais marquer l'oméa, mais hop, non, c'est $. Alors, j'ai écrit $, c'est pour aller chercher des variables. Et vous voyez, comme c'est lié à ma table intervention, il va me chercher mes variables d'intervention. Donc, par rapport ça va prendre le contexte de l'enregistrement qui est concerné par cette automatisation. Donc là, je vais mettre son ID, comme ça sera le nom un peu identifiant dans Temtonic. La description, là, par exemple, je vais mettre le nom de l'intervention. Hop. Titre, voilà, c'est ça. C'est juste pour vous montrer. Après, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre du texte, on peut agrémenter de X données à côté. Donc, hop, le détail, je vais mettre. Ah ben, j'ai supprimé sans faire exprès. Hop, détail. Je vais juste mettre ça pour que ça soit parlant quand on verra quand on ouvrira le fichier. Et là, le champ qu'on va mettre, c'est le champ où le fichier CS va se mettre. Donc là, je vais le mettre dans invitation. Donc je vais valider. Et aussi les lieux et les participants qui peuvent être mis. Mais bon, là, pour l'exemple, on va faire simple. Voilà. Et comme ça, là, il va me générer le fichier CS avec cet automne. Donc là, à la suite, je vais envoyer mon email. Donc, on va l'envoyer de quelle boîte? Vous voyez tout à l'heure ce que j'ai montré dans la table email, dans la table email account, j'ai mes comptes email et là je vais choisir de quel compte email je vais envoyer. Donc là j'ai mon seul compte que j'avais configuré. Je veux l'envoyer à qui? Là on peut variabiliser bien sûr. Donc là j'ai ma table contact mais je veux son email. Donc l'avantage avec Temtonic c'est qu'on peut aller chercher en fait l'email directement dans la table contact en fait. Donc là, je vais cliquer sur la petite flèche, il va me sortir toutes les variables de la table contact et là, je vais chercher mon email. Le sujet, là, c'est pour le mail. Donc, on va parler, on va dire rendez-vous d'intervention. Je vais remettre l'ID parce que c'est ce qui est le plus parlant. Et là, je vais mettre bonjour. Par exemple, là, je peux mettre une variable prénom. On peut personnaliser vraiment comme on veut. On peut même mettre du gras, mettre la mise en forme vraiment assez évoluée, on va dire, avec des titres, du gras, des sous-lignes, des variables, des hyperliens, etc. Ça, c'est puissant parce que ça permet de faire des beaux mails quand on veut automatiser et envoyer à des clients. Et là, je vais mettre, par exemple, pour l'intervention, c'est tout, je vais laisser simple. Je vais mettre comme convenu, veuillez trouver ci-joint l'invitation
du rendez-vous. Hop, je vais valider. Ce que je voulais faire aussi, c'est qu'il y a on ajoute la date. Donc, j'étais peut-être un peu vite là. Hop. Là, je rajoute en fait écrire dans un champ. C'est la troisième fonction qu'on a vue là. Et on va mettre la date. En fait, dans le champ, on va choisir le champ. Moi, j'ai un champ d'ATR d'envoi de l'invitation. Je vais le prendre. Et là, je vais me servir en fait de la variable de dernière modification qui vient prendre la date et heure de la dernière modification. Comme j'ai fait une modification juste avant, en fait, ça va être la date et heure de l'envoi. En fait. Là, je sauvegarde. Mon automatisation est active. Donc, on va tester. Alors, hop, j'ai bien une date de début, date de fin. Je peux envoyer. Là, j'envoie mon invitation. Mon invitation. Ça va lancer l'automatisation. Je peux même montrer dans les logs. Envoyer invitation. Hop. Donc là, il est 16h46. Voilà, c'est celle-là qui vient de s'envoyer. On a date et heure d'invitation. Et puis, on sait que ça a fonctionné. Toute l'automatisation a fonctionné. Hop. Là, je vais rafraîchir parce que ça met un peu de temps sinon à revenir. Donc là, il m'a bien mis la date et l'heure d'invitation. J'ai bien mon fichier SCS et je vais vous montrer, hop, sur ma boîte mail, j'ai dû recevoir, voilà, rendez-vous d'invitation. Je ne sais pas si c'est petit, mais bon, toc, toc, toc. Ah, ben j'ai fait une petite erreur, je viens de m'en rendre compte. J'ai pas mis le fichier justement. Je vais la refaire, hop. J'ai pas mis le fichier d'ICS justement, c'est pour ça que ça apparaît pas. Donc, je reviens dans mon automatisation, envoyer l'invitation. Et là, dans mon envoi d'email, j'ai oublié. Je ne sais pas pourquoi ça me fait cette erreur-là. Toc, envoyer un email. Ouais, c'est bon. On va avoir la pièce jointe. Et là, il faut que je mette la pièce jointe l'invitation que j'ai créée juste avant pour qu'elle soit jointe lors de l'envoi. Donc, on va refaire ça. Là, je refais un envoi de commande d'automatisation. Hop. Là, voilà, j'ai reçu la nouvelle invitation. Toc. Et voilà, ce que je parlais, fichier SS, ça va il va être joint ici. On peut le télécharger, le mettre dans son agenda, etc. Mais il peut être par Google, par exemple, il est directement pris, donc on peut l'ajouter directement. Donc là, vous voyez, si je fais ajouter, hop. Ouais, ça se voit bien. Donc, on va avoir le nom d'intervention qui est directement mis, l'heure de début, l'heure de fin aussi. On va avoir tous les petits descriptifs qu'on a mis qui sont directement mis dedans. Donc, l'avantage, c'est que le client, comme ça, il peut directement faire enregistrer et il aura toutes les infos qu'il veut pour son intervention. Et là, il m'a bien remis les prénoms, bonjour Mathieu, etc. Il m'a bien pris les variables, l'ID ici, etc. dans le mail. Donc ça, il y a tout qui a fonctionné comme on a voulu. Alors, je voulais montrer les deux autres actions, dont une, c'est de créer un nouvel enregistrement. Alors, je vais regarder quand même les questions. Ah bah, il y a pas mal de choses, mais je ne sais pas si vous avez répondu. En fait, je vais vous laisser... S'il y a des questions, n'hésitez pas à me le dire, les gars, et puis j'y répondrai. Ouais, bah, il y a une question, on y reviendra un petit peu plus tard sur les fourchettes des packs et puis sur l'export des données, essentiellement. Après, il y a sur l'archivage des mails, la suppression des mails par les automatisations. Ça, tu peux peut-être en toucher un mot. Il y avait une question de sécurité aussi par rapport au fait que où est-ce qu'a été enregistré le mot de passe pour le compte email. Ça, j'ai oui. répondu que c'était crypté. C'est vrai que du coup, c'est dans un champ crypté. Ouais, c'est un champ crypté avec un mot de passe. Et après, même de souvenir, je crois que même Tectonic, ils n'ont pas le mot de passe. Donc, clairement, faut pas l'oublier. Parce que sinon, après, on n'a plus accès et c'est comme c'est crypté. On met le mot de passe dans un autre champ crypté. Ouais, c'est ça. À l'infini. Alors, oui, il y avait aussi quoi, tu avais dit, Martial,
Qu'est-ce qu'il y aura à répondre? C'était Par les rapport à la deux. suppression éventuellement de mails par Ah oui. automatisation pour éviter de dépasser les quotas, enfin pour gérer les quotas. Bah, à l'heure actuelle, on ne peut pas supprimer en automne. Je crois que j'en ai discuté un peu avec Tentonic. Je pense que ça sera peut-être possible dans le futur. Après, par les API, c'est possible. Donc, Ouais, après, avec Zapier ou Make, on peut supprimer normalement. ouais, je pense qu'avec Make, on peut supprimer. Il faudrait vérifier pour être être sûr que je dis pas de bêtises, mais de souvenir, on peut. Donc après, on peut faire une logique de suppression avec Make. Chaque jour, il va vérifier ce qui a plus de 2 ans, ou ce qui a plus d'1 an, ou faire une case cochée, etc., pour dire les celles qu'on veut supprimer, et puis qu'une fois qu'après, ben, qu'ils sont cochées, elles seront supprimées en fin de journée, enfin, des choses comme ça. Après, tout est, tout est possible. Après, il faut voir un peu la gestion qui va être faite derrière. Mais ce serait une question que j'y répondrai lors du prochain live. Et au pire, je redemanderai à Tonic un peu la gestion des suppressions de l'automne. Est-ce que c'est vraiment dans la roadmap, etc. Je leur poserai la question. Alors, pour mon automne, date de prochaine. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais parler. Date de prochaine maintenance prédictive. Là, je vais imaginer que le technicien, il a fait son intervention, il veut qu'il y a la prochaine fois une vérification au niveau de la maintenance qu'il a fait. Il veut qu'il y ait une prochaine intervention qui soit créée à prévoir, parce que d'ici 6 mois, il y aura une maintenance préventive à faire. Donc là, lui, il aura juste qu'à rentrer la date et en gros, l'enregistrement va se créer automatiquement, le nouvel enregistrement à prévoir, etc. Donc, pour ça, là, je l'ai déjà créé. Donc là, je vais prendre, lorsque mon trigger, ça va être lorsqu'il y a une date de prochaine maintenance préventive et que la date n'est pas vide. C'est quand même ma condition, on va dire, pour vérifier que dans la logique, qu'elle n'est pas vide. On va déclencher une nouvelle action qui est nouvel enregistrement. Donc, nouvel enregistrement, le principe, c'est qu'il va créer des nouveaux enregistrements dans la même table ou d'autres tables. Bon, là, c'est la même table parce que dans mon cas, je veux créer une nouvelle intervention, donc c'est dans la même table, mais ça pourrait être dans la table client, dans la table email, dans la table, etc. On pourrait imaginer ce qu'on veut. Donc là, on a la table intervention et on a nos différents champs de création. Et là, je mets mes champs qui correspondent. Donc, par exemple, là, j'ai mon champ côté table intervention. Et là, j'ai mes champs, mes variables que je veux mettre. Donc, on peut imaginer qu'il y a des textes manuels, qu'il y a des textes par rapport à des variables qu'on a été chercher précédemment, de l'enregistrement précédemment, etc. Donc, on peut même, si on créerait sur une table, on pourrait créer une relation directement avec l'enregistrement actuel, par exemple. Donc là, j'ai juste pris les informations et on va dire, j'ai juste créé une nouvelle tâche à planifier, que ça va être une type de maintenance préventive. Donc voilà, toc. Et en fait, le fonctionnement, c'est juste que il va mettre une date. Par exemple, je vais mettre pour novembre, le 7 novembre. Et en fait, en faisant cette date, il va me créer un nouvel enregistrement. Toc. Donc là, il m'a créé l'enregistrement directement avec les nouvelles informations. Pas de questions, c'est bon. Alors, après auto-automatisation, la dernière, c'est ChatGPT. Donc, ChatGPT, comment ça va fonctionner? Donc, c'est une automatisation standard où on va avoir une action de ChatGPT. Donc là, ce que j'ai fait un peu pour expliquer le contexte, on va dire que le technicien, pour l'aider dans son intervention, comme on a un titre et un détail d'intervention, on peut peut-être essayer avec ChatGPT de lui donner des indications quelles sont les étapes qui seraient possibles pour faire cette action, ou l'aider un peu à structurer un peu son dépannage. Donc là, comme j'ai remplacé le robinet thermostatique du couloir 4, comme j'ai le détail, en fait, je me suis dit, pourquoi pas lui faire une liste qui pourrait lui donner des idées sur comment faire cette intervention. Donc, pour mettre ça en place, j'ai juste créé un champ de
de type multiligne, hein, un champ texte, on va dire complet, qui va nous servir dans l'automatisation, ChatGPT. Donc là, j'ai mis lorsque le titre ou le détail de l'intervention sont modifiés. Je n'ai pas mis de condition parce qu'on va dire là, c'est pas grave. Donc, on va avoir demandé à ChatGPT. Donc, il faut savoir là sous ChatGPT, c'est que ça va utiliser l'API de ChatGPT. Donc, il faut créer un compte API OpenAI et mettre sa clé d'API et son idée d'intervention. Ce n'est pas inclus dans TimeTonic, c'est vraiment on utilise, on a un coût au token sur l'API de ChatGPT. On va mettre ces codes ici pour pouvoir le connecter. Donc, on a accès aux différentes GPT 3.5 et 4 pour info. Et le prix, franchement, moi j'ai déjà fait pour un client sur un certain volume, et c'est vrai que le prix est vraiment, moi je trouve vraiment pas cher. Je crois que j'étais à plus de 10 000 lignes de modification et ça a coûté quelques dollars. Donc c'est vraiment, en termes de coût, je trouve, c'est vraiment pas cher. Ça vaut le coup des fois d'avoir des petites aides comme ça. Comment ça fonctionne? Alors après, on a choisi son modèle et on a mis ses mots de passe, enfin ses clés API, etc. Et on a un descriptif du rôle de l'IA. Donc là, je lui ai dit, en gros, l'IA se place en tant qu'expert en maintenance électrique et mécanique pour aider les techniciens dans son intervention. Elle doit donner le maximum d'éléments pour aider le technicien dans sa démarche et établir la liste des tâches à effectuer. Et ma question, j'ai mis quelque chose de tout bête, hein, ça pourrait être amélioré, mais peux-tu m'aider dans l'intervention suivante? Et je mets le titre et le descriptif. Donc, hop, je vais vous montrer ça. On va dire que je prends le détail, que je le modifie, comme ça va nous déclencher l'automatisation. L'automatisation avec ChatGPT 4 est un peu plus longue, donc ça prend un peu de temps à se faire, le temps qui génère tout ça et le temps que c'est renvoyé par l'API. Ah bah j'ai pas déclenché la bonne ici. Je crois que j'ai déclenché celle du dessus. Mais peut-être que je l'ai fait aussi sur celle-là. Ah oui, parce que j'ai changé le texte. Toc. Alors, aide ChatGPT, normalement ça devrait être bon. C'est un peu plus long. Je sais que c'est pas. J'aurais dû le mettre en 3.5, ça aurait été un peu plus rapide. De toute façon, ouais, à partir du moment où tu fais appel à un service externe, tu es dépendant aussi de la réponse du service externe. Là, Ouais. c'est ChatGPT. Donc là, je peux voir, par exemple, dans mon log. Toc. Ah ben ça y est, il l'a fait. Donc on a là je vois le résultat en fait de ce qu'il m'a donné. Toc. Attends, hop. Voilà, c'est bon. Ça a du mal à actualiser. Non, ça c'est le détail. Ah ben j'étais dans le détail, c'est pour ça. Et là, il ne l'a pas mis. C'est bizarre, tiens. Hop. Donc là, on a le détail en fait de l'intervention en fait sur ChatGPT pour établir les tâches d'intervention, liste des tâches, préparation de l'intervention, coupure de l'eau, remplacement du robinet. Il va détailler un peu toutes les informations, redémarrage du système, nettoyage. En fait, là, c'est un petit exemple hein, juste pour synthétiser, mais ça peut montrer que ça peut apporter de l'aide à ChatGPT. Bon, les possibilités sont assez énormes avec ChatGPT, donc ça peut nous aider pour qualifier, pour résumer, pour beaucoup de choses. Donc l'intégration est pas mal faite dans le TimeTonic, elle est assez simple d'utilisation et ça nous aide à vraiment, moi je le vois, même pour formater des numéros de téléphone ou des choses comme ça, c'est pas mal en utilisation. Donc voilà un peu pour ce que je voulais vous montrer moi au niveau des automatisations. Je ne sais pas s'il y a des questions en plus de ce qui a déjà été écrit directement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les marquer dans le chat. Et après, de toute façon, s'il n'y en a pas, je vais laisser la place à Martial pour les Autom Excel. Avant d'aborder les AutomExcel, on va revenir sur une double question de Fred. Alors,
l'export des données en Excel, oui, c'est possible. Bah, tiens, si tu peux vite montrer, on fera peut-être une spéciale sur les imports-exports, mais Ouais. si tu peux juste, voilà, avec le bouton partager, on peut exporter donc en CSV, en XLS. Et Voilà, pour donc, répondre rapidement. Après, le sujet des imports-exports, ça méritera peut-être un petit peu plus de temps ouais. que juste On là. peut mettre des petites infos pas mal, c'est que dans l'export, on peut inclure les fichiers. Ça, c'est pas mal. Et on peut faire suivant des modèles. Donc, tu peux avoir ton modèle Excel et que comme ça va formater un peu ton export de la façon que tu veux, quoi. Donc, et Ah ben, pareil, ça peut être en dis, fonction de la vue que tu es, quoi. Si tu veux des champs spécifiques et tout ça, ben, c'est en fonction de ta vue que tu exportes. dis pas tout, Jérôme, qu'on ait encore de la matière pour les suivantes. Ouais, franchement, sur les exports, pour en avoir fait quelques-uns, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire en fait, hein. Franchement, Ouais, c'est ouais, un non. Ah, export-import. c'est pour ça, ça valait le coup de répondre, mais pour aller bien au fond du sujet, il faut qu'on prenne le temps de faire ça. Enfin, voilà, pas juste, Hmm. euh, pas juste comme ça. Et puis sur le coût des packs, alors les packs sont tous à 50 € par pack par mois. Et puis pour avoir un ordre d'idée, on rajoute, alors sur la génération de documents, on rajoute 500 générations de documents pour 50 €. Sur l'espace disque, on rajoute 50 gigas. On rajoute 2 millions de data et puis ou 5000 call API. Voilà, pour les éléments principaux, ou 5000 automatisation. Donc pour 50 €. Et pour les coûts du Engagement document, au mois ou à regardé, l'année. excuse-moi. Pour les Ouais. coûts du document, j'ai regardé, c'est très cohérent par rapport à ce qui se fait Ouais. avec, par exemple, moi j'utilise, enfin, pour des clients Airtable avec du Document et c'était très compétitif en termes de prix par rapport à ça, sachant que c'est natif en plus, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Non, il me semble que l'engagement, c'est au mois, hein. Enfin, je sais pas, Jérôme, Marco, mais Ouais, ouais, c'est au mois. Pour moi, c'est mm, au mois, ouais. ouais, ouais. Donc, voilà, donc ça prouve encore une fois de plus, pour revenir sur ce que disait Marco tout à l'heure, on va dire la souplesse et la capacité de customisation du plan, quoi. Mm. Il y avait une question par rapport à automatisation PDT OSINT. Alors, OSINT, c'est un format open source, je crois. Je n'ai pas bien compris en fait la question du coup. Si est-ce qu'on peut faire un export vers ce format-là, c'est ça ou... Ouais, je comprends pas non plus, je connais pas en tout cas. Automatisation. Bah, peut-être si tu veux, sinon tu as qu'à commencer Martial sur. Parce que je pense que tout le monde est Ouais. impatient de voir ce qu'on peut faire avec Excel et Non. Alors, tac. surtout que c'est assez puissant quand même. Donc, on va parler maintenant automatisation Excel après que Jérôme nous ait exposé les automatisations natives de TimeTonic. Donc, dans la partie automatisation, donc on a vu automatisation avec TimeTonic et automatisé avec Excel. Alors, automatisé avec Excel, pourquoi? On va voir ça, enfin, je vais présenter ça en 3 parties. Une première partie, expliquer un petit peu le pourquoi. Après, je vais expliquer le fonctionnement. Et puis, je vais faire rapidement une démo d'un cas pratique. Alors, pourquoi automatiser avec Excel alors qu'il y a déjà des automatisations? Bah, c'est déjà tout simplement pour étendre le périmètre d'action des formules. Parce que là, on est plus sur la partie formule euh, dans l'automatisation là. Alors, comme ça, on peut rajouter des formules qui sont assez spécifiques de stats ou des formules financières, des calculs d'amortissement, des choses comme ça, qu'on n'aura pas dans les formules classiques. Alors, quelques chiffres. Dans TimeTonic, en termes de formules, on en a 48 aujourd'hui, enfin plus ou moins, peut-être qu'il y a eu quelques rajouts entre-temps, mais il y en a, on va dire, une petite cinquantaine. Dans Airtable, on est plus proche de la centaine de fonctions. Alors, en effet, il y a 100 fonctions dans Airtable, il y en a 2 fois plus. Par contre, faut être honnête, on ne les utilise pas toutes, hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait vraiment tout testé et puis tout. Par contre,
quand on rajoute les fonctions Excel supportées par TimeTonic, on rajoute 439 fonctions. Donc là, on voit que les possibilités sont vraiment hyper étendues. Alors, ça rajoute des fonctions qu'on ne va pas forcément toutes utiliser, comme je le disais. Par contre, c'est quand même plutôt malin, je trouve, de la part de TimeTonic d'utiliser un moteur de calcul qui existe déjà, Excel, et de s'appuyer dessus pour rajouter des fonctionnalités que eux, du coup, n'ont pas à développer. Et surtout que les utilisateurs de TimeTonic sont souvent habitués à Excel, ils ont déjà des docs Excel dans leur organisation, et ça permet de les intégrer assez facilement dans la base de données, et du coup de profiter à la fois du calcul Excel et de la fiabilisation de la base de données avec la gestion des droits, la gestion des typologies de champs, etc. Bon, il y a tout de même quelques limites. C'est que déjà, toutes les fonctions ne sont pas supportées. Toutes les fonctions Excel ne sont pas supportées dans TimeTonic. Il y en a déjà pas mal, mais pas toutes. Que s'il y a une fonction dans le fichier Excel qui n'est pas supportée, l'automatisation ne va pas se dérouler. Et du coup, c'est pas évident parce qu'en debug, on n'a pas de message d'erreur. Juste, on voit que l'automatisation n'a pas marché parce que le calcul ne s'est pas déroulé, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où vient l'erreur. Donc, ça nécessite un petit peu de rigueur dans la mise en place du fichier et de valider vraiment étape par étape que tout va bien. Donc, comment marche l'automatisation Excel? Alors, l'idée, c'est, tout comme les automatisations natives, c'est associé à une table. Donc, l'automatisation, elle est associée à la table. Donc, si j'ai plusieurs calculs à faire sur différentes tables, il faudra que je recrée la liaison, l'association du fichier Excel à la table. Donc, c'est quand on est automatisé avec Excel, là, on choisit, donc juste en cliquant, on peut mettre un fichier qui vient de notre PC. Il faut que le format, alors Fred, il faut que le format soit en .xls, XLSX. Les formats macro ne sont pas pris en compte. Il me semble, Marco, que tu avais eu le cas une fois que si tu as un XLSM, la macro ne va pas se dérouler. Et je crois que l'automatisation ne marche pas non plus. Oui, c'est ça, oui. Il faut un format XLSX. Mm. Par contre, tu peux éventuellement faire le calcul avec la formule depuis un Google Sheet, par exemple, l'exporter en Excel. Et là, à mon avis, à partir du moment où c'est en XLSX, ça va fonctionner. Tu peux faire un contournement comme ça. Mais bon, après, c'est pas pratique parce qu'on ne peut pas tester le calcul du coup directement. Ouais. Pas de CSV, c'est-à-dire Parce que le CSV n'aura pas de fonction de calcul. Alors, le fonctionnement, en fait... Oui, mais le CSV, c'est plus ou... Enfin, il y a beaucoup de calculs qui passent pas... Enfin, on peut pas faire d'opération sur du CSV. Pour moi, c'est juste un format texte séparé par avec un séparateur, mais... Ouais, je suis d'accord, c'est pas pour faire des calculs. Là, la différence avec Excel, c'est que là, on va faire des calculs avec Excel. Enfin, on a toutes les formules qui fonctionnent. Du CSV, ça serait juste de la visualisation de data, quoi. Ouais. On va passer un petit... l'explication vraiment du fonctionnement sera peut-être plus claire. Alors, l'idée, la première étape, c'est de construire un fichier Excel avec les calculs. On a des données d'entrée, donc là, qui sont les in, et des données de sortie, qui sont les out. Donc, les in vont être alimentés par TimeTonic, et les out vont alimenter TimeTonic. Donc, là, j'ai remis les formules qui sont dans les cellules C10 et C11. Donc là, j'ai juste fait une addition de mes 3 in, et puis en deuxième partie, une multiplication de mes 3 in. L'idée, c'est de vous montrer que dans une table, on peut avoir déjà plusieurs données d'entrée et plusieurs données de sortie, et que chaque donnée d'entrée peut être utilisée plusieurs fois dans les calculs. Alors,
pour moi, une des bonnes pratiques quand on construit une automatisation, c'est déjà de valider que son calcul, avec Excel, c'est de valider que son calcul marche bien. Donc là, c'est des choses, très simples, mais je vois que si je fais 2 plus 2 plus 2, OK, j'aurai bien mon 6 et puis quand je les multiplie, j'aurai bien mon 8. Ensuite, une fois qu'on a construit le fichier Excel, il faut expliquer à TimeTonic et expliquer à Excel comment les 2 se parlent. Donc c'est le code de synchro qui est constitué par, quand c'est une donnée d'entrée, par le préfixe in. Ensuite, on a SC1 qui est le nom de la feuille concernée et C5 qui est le nom de la cellule concernée, enfin le code, les coordonnées de la cellule concernée. Donc ça, c'est mon code de synchro que je vais renseigner dans TimeTonic. Alors, toc, je vais peut-être aller un peu vite. Avec les 3 petits points là, on va sur organiser les colonnes et on voit qu'on a les codes de synchro là. Donc in SC1 C5, in SC1 C6, out SC1 C10. Et là, je sais que, donc j'ai une ligne par champ, je sais que pour mon champ autom out V1, j'ai le code de synchronisation suivant. Donc une fois qu'on a associé les codes de synchronisation, donc on fait la liaison avec le fichier, donc juste on importe. Bon là je l'ai déjà mis et puis je l'ai fait depuis un autre PC, donc voilà. Et quand on importe, on voit que les calculs se font. Alors je crée une cellule, je crée une ligne, un enregistrement. Là je vais remettre mon 2, 2, 2. Et on voit que le calcul s'effectue. Alors là, c'est un exemple très simple. Et si je modifie, à la place, là, je mets un 4, les calculs se mettent à jour. Alors là, j'actualise vite fait parce que pour que ce soit plus fluide dans la présentation. Par contre, on peut écrire par-dessus, là, si je mets n'importe quelle valeur, je peux écrire dans un champ, c'est un champ normal. Alors là, j'ai fait des champs, nombres classiques. Mais ça peut être du texte. Par contre, l'automatisation, quand elle est relancée, elle va écraser ce qu'on a saisi. Voilà, c'est relativement... Enfin, c'est assez logique, mais voilà. Une petite précision, où j'ai mis mon fichier. Hop, voilà. Une petite précision, là dans le fichier, j'ai mis les codes de synchro, c'est pas obligé, hein. On peut très bien avoir juste la colonne C avec les données d'entrée, les formules. On n'est pas obligé d'avoir le code de synchro, le nom du champ. Par contre, je trouve que c'est quand même pratique d'avoir ça pour se repérer un peu plus facilement quand on construit des choses peut-être un peu plus poussées. Donc un cas pratique sur de la gestion d'intervention. Alors j'ai fait une table très simple avec une date d'intervention, une typologie d'intervention, donc j'ai mis urgence, maintenance, installation, contrôle, enfin voilà. Une durée en minutes, donc là la durée va être saisie, mais ça peut être une donnée issue d'un autre calcul. Bon, on a fait que le technicien. Et puis là, le champ qui va nous intéresser, c'est la durée normale de l'intervention en fonction de son type. Donc là, c'est géré via type d'intervention. Donc j'ai une liaison, quand je saisis une intervention, hop, voilà, on va mettre aujourd'hui. C'est de l'urgence. Urgence, ça se résout vite. On va dire que ça dure 20 minutes. Voilà, là, j'ai créé une nouvelle intervention qui est en lien avec le type d'intervention. Donc là, je l'ai mis en urgence. Voilà, c'est la 27. Donc là, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de détecter l'anormalité de la durée d'intervention en analysant sa moyenne et son écart type. Donc, l'idée de ça, c'est de se dire, j'ai des interventions qui durent trop longtemps par rapport à la durée normale. Donc là, on peut rajouter une automatisation native comme sur le même principe que ce qu'a expliqué Jérôme.
pour rajouter un petit flag ou avoir une alerte quand la durée normale, la durée de l'intervention est supérieure à la durée normale théorique. Voilà, comme ça nous fait l'alerte, on filtre nos interventions anormales et on peut aller creuser. Est-ce que c'est un problème de matériel? Est-ce que c'est un problème de technicien pas formé? Est-ce que c'est un problème d'accès chez le client? Voilà, ça nous permet de mieux maîtriser tout ça. Hop, voilà. Donc là, mes valeurs moyennes des durées, écart type, 2 écarts types, sont des moyennes qui sont des valeurs qui sont alimentées par une automatisation Excel. Donc je vais récupérer, j'ai mon lien avec la table d'intervention. De là, j'ai un champ qui récupère mes durées d'intervention. Et dans Excel, je récupère en in mes durées d'intervention. Je leur applique un certain nombre de traitements. Donc, j'enlève les espaces. Ensuite, comme je veux raisonner de manière dynamique, j'ai envie de raisonner sur mon intervention que sur les 4 dernières. Par exemple, moi, j'ai pris les 4 de manière tout à fait aléatoire. Je raisonne sur les 4, que sur les 4 dernières. Donc là, sur mes 50, 51, 50, 53, 55, 45, on voit que le 51, je ne vais pas le prendre en compte. Et de là, je calcule ma moyenne. Donc, c'est une formule Excel tout à fait classique, la moyenne, l'écart type. Là, j'ai remultiplié mon écart type par 2. Donc, tout ça pour vous montrer que je fais des opérations sur mes données d'entrée, je fais des opérations sur mes données de sortie pour alimenter, enfin, sur des champs qui sont des données de sortie pour alimenter d'autres données de sortie. Là, j'ai du nettoyage et de l'extraction de données, donc avec la fonction substitute, avec du gauche-droite, avec du NBCar, avec des formules qui sont imbriquées. Donc tout ça, ça marche très bien pour extraire les données et les retraiter. Et là, on voit que si je rajoute... alors comment... Tac, voilà. Là, on n'a pas fait gaffe tout à l'heure, mais si je change... mon urgence, alors là, les urgences, elles sont à 40,4. Ouais, bah là, ça n'a pas changé la moyenne. Non, c'est là. L'urgence, c'est là. Ouais, bah là, j'ai mis... Bon, forcément, l'effet démo, j'ai mis une valeur qui n'a pas changé la moyenne. Il faudrait que je prenne une... je vais mettre quelque chose qui soit 150. Voilà, et là, on voit que ça a recalculé la valeur en fonction de la durée normale, en fonction des 4 dernières valeurs prises en compte sur l'urgence. Donc voilà une des choses qu'on peut faire avec les automatisations Excel. Ça peut aller beaucoup plus loin. Il faut faire attention avec les versions d'Excel aussi, qui ne prennent pas qui évoluent et qui ne prennent pas toutes les mêmes formules. Bon voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions. J'espère que j'ai été assez clair, que je ne vous ai pas trop perdu. Ils ont pris peur là quand tu as dit. Ouais, je crois que c'est pour ça que j'ai pas trop expliqué la partie écart type, tout ça. Non, mais au début, ça peut faire peur un peu, Excel, c'est normal. Mais voilà, déjà, bon, pour ceux qui ont l'habitude, clairement, bah, il y a un côté rassurant à l'utiliser. Mais sinon, finalement, ça se fait assez bien si on est rigoureux. Et on peut bien décomposer son calcul. Et du coup, l'intérêt, c'est aussi on peut tester son calcul dans le fichier Excel. Ouais. Si jamais un jour on modifie le calcul, bah, on a des données de test et on peut derrière tester ça avant de le mettre dans TimeTonic. Donc, il y a quelque chose qui est quand même assez puissant. Mais c'est pas aussi convivial que si c'était directement dans l'outil, clairement. Mais par contre, on va très loin. C'est vrai que sur certaines verticales métiers, on a des calculs qui sont un peu tordus à retranscrire dans les bases de données. Là, Excel, c'est une bonne manière de à la fois de les faire et en même temps de les documenter. Parce que comme on l'a vu sur les fichiers que j'ai mis, on peut
on a la partie calcul, mais tout ce qu'il y a autour, qu'on peut écrire, on commente, on documente, on explique pourquoi on fait ça, voilà. C'est vrai que le fait de décomposer, c'est quand même beaucoup plus clair. Et si on veut le faire dans d'autres outils, qu'est-ce qu'on fait? En général, on fait plein de colonnes intermédiaires qui vont déjà alourdir les temps de calcul. Et après, si jamais, une fois qu'on a fini notre calcul, on se dit, bon, du coup, je supprime ces colonnes. Mais si on revient plus tard pour faire évoluer le calcul, il faut recréer les colonnes. Voilà. Il y a tout un aspect quand même maintenance qui n'est pas très pratique. Alors que là, voilà, c'est peut-être un petit peu déroutant à premier abord, mais finalement, c'est assez facile à maintenir, quoi. Si on est rigoureux. Surtout, je vois les entreprises, moi, côtoyais pas mal par mon métier avant, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'Excel et beaucoup de trucs un peu tordus, comme disait Martial, et ça, ils peuvent le réutiliser et juste mettre en forme certains trucs, etc., pour que ça colle bien en fonctionnement. Mais souvent, à refaire, c'est même limite très compliqué à refaire au point de vue time tonic ou d'autres outils, parce que tellement des calculs un peu spécifiques que se replonger dedans, c'est trop compliqué, quoi, clairement. Par contre, ouais, il faut faire attention parce que toutes les fonctions Excel ne sont pas supportées. Ouais. Je vois des choses qui manquent. Il y a du fractionné, la fonction fractionner texte. Il y a les fonctions de recherche, recherche V, recherche X, les indexés Kiv, tout ça qui pourrait être pratique pour faire des recherches dans des grosses grilles tarifaires. Voilà. Bon, voilà. Il faut réfléchir un petit peu avant, il faut regarder, et puis comme disait Marco, l'intérêt c'est de pouvoir tester les calculs au fur et à mesure qu'on construit le fichier. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter un truc. Ouais, et pour l'instant, du coup, les formules Excel, ça pallie un petit peu à la relative faiblesse des formules time tonic où il n'y a pas de if, ça manque beaucoup. Donc là, du coup, le if, on le fait soit, comme disait Jérôme, avec les automatisations natives, soit avec les automatisations Excel, en fonction du cas, de la complexité du if, à voir comme on a intérêt à faire. Et puis, oui, pour reboucler sur le sujet pricing de Marco, où effectivement, quand tu disais, quand on fait des calculs, on rajoute des champs et des champs et des champs pour décomposer. Le problème dans time tonic, c'est qu'on va rajouter un champ, on va se rajouter de la data. Dans d'autres outils, on rajoute un champ, on rajoute pas de data dans le décompte, dans le volume du pricing. Là, on va rajouter de la data. Ça dépend si c'est un champ formule. Non, il n'est pas compté, du coup, ça va? Ouais, c'est vrai. C'est qu'un champ formule. Après, par contre, si c'est des champs intermédiaires, d'autres trucs, là, oui, tu as raison. Ouais. Que les champs formules, non. Par contre, s'il y a des choses intermédiaires, ça rajoute. Et ça peut aller très vite parce que un champ, si on a déjà 20 ou 30 000 records, ça pique tout de suite un peu. Clairement, oui. Ouais. Après, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a encore grand monde. Peut-être qu'on a assommé tout le monde et puis on a un peu débordé. Si vous avez des idées, des choses que vous voulez voir pour là ou les prochaines émissions, n'hésitez pas à nous le dire. Hein, soit dans le chat maintenant, soit sinon sur le Slack, nos codes France. Enfin, voilà. Surtout, nous, on a notre programme un peu, on sait ce qu'on veut montrer, mais encore une fois, ça peut s'adapter, quoi. Voilà, du coup, on a un sujet import-export. Import-export, notamment, ça pourrait être pas mal de l'intégrer peut-être pour la prochaine fois. Ouais. Bon, je pense que c'est bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Finir par Excel, c'est redoutable. Ah, c'est ça, non, mais des no-codeurs, tu leur parles d'Excel, déjà, tu fais fuir tout le monde. C'est vrai que la première fois, on m'a dit automatisation Excel, j'étais en PLS, quoi. Et après, je me suis dit, bon, quand même, on va regarder. Puis finalement, c'est pas si compliqué, clairement. Ouais, mais c'est parce que tu es un dev. Moi qui viens plus du monde opérationnel de l'entreprise, quand j'ai vu Time Tonic Excel, j'ai eu les yeux compétillés. C'est vrai que c'est tellement utilisé que dans le monde opérationnel, c'est vrai que c'est la solution de secours, c'est l'Excel souvent. Donc, ça peut potentiellement aussi permettre au client de faire son fichier de calcul qu'on peut intégrer. Alors, ça peut être bien ou pas bien, ça dépend comment on le voit. Parce que mais il peut avoir une relative autonomie un petit peu par rapport à ça, potentiellement, s'il maîtrise bien Excel, et voilà. C'est sûr. Bon, je pense qu'on va clôturer là. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose de spécifique. De toute façon, la prochaine émission, le premier jeudi de février. Je ne sais pas quand ça tombera. Ah, ça tombe le premier. Ça tombe le premier en plus. Ah oui. Donc le 1er février, donc la prochaine émission. Et puis
Puis on verra pour les thématiques dont je pense l'import-export, et comme on a parlé, c'est vrai que c'est pas mal. En plus, c'est très pertinent pour le monde pro aussi. Et puis on verra un peu Peut-être les autres la gestion des mails aussi, je sais pas. Après, faut voir ce qui est. Nous, il y a pas mal de choses, hein, mais Ouais, comme on a déjà montré un peu, on pourra enchaîner sous les mails, ça reste cohérent aussi. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés, qui ont réussi à rester jusqu'à la fin. ouais, merci à tous. Et puis à bientôt. Courageux, merci à tous, à bientôt. Allez.